Scrum, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, Scrum, c'est un cadre de travail léger, ce n'est pas une méthode, donc un cadre de travail léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes. Concrètement, cette déclaration du guide Scrum, ça nous dit que Scrum est adaptatif, ça permet donc de s'adapter à des changements, et c'est fait pour faire face à des problèmes complexes. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'utiliser Scrum pour faire quelque chose de simple. C'est-à-dire quelque chose qu'on a l'habitude de faire, envoyer des emails en masse, faire du mailing, faire un site internet plaquette. C'est extrêmement simple comme activité, il n'y a pas besoin de Scrum pour faire ça, Scrum n'apportera aucune valeur. Si c'est pour faire des choses répétitives, Scrum n'apporte strictement rien. Faire du phoning, je n'ai pas besoin de Scrum. Pour faire du Scrum, on a besoin d'un certain nombre de choses, puisque Scrum est une solution prescriptive, c'est-à-dire que Scrum impose qu'on respecte un certain nombre de règles. Donc on va voir que dans Scrum, il y a un certain nombre de prescriptions, il y en a 13 au total, et on va les détailler. Donc pour faire du Scrum, on a besoin d'un Scrum Master pour favoriser un environnement où un Product Owner, deuxième prescription de Scrum, il faut un Product Owner, ordonne le travail à faire pour résoudre un problème complexe dans le Product Backlog. Une Scrum Team qui va transformer une sélection de ce travail en incrément de valeur lors d'un sprint. La Scrum Team et ses parties prenantes vont inspecter les résultats à la fin du sprint et vont s'adapter pour le prochain sprint. Ça, c'est la définition de Scrum selon scrum.org. On retrouve dans cette définition quasiment tous les éléments constitutifs de Scrum. On retrouve le Scrum Master, le Product Owner, la Scrum Team, et puis les parties prenantes. Donc les trois grands rôles de Scrum et les parties prenantes qui sont associées à ces trois grands rôles. On retrouve le backlog de produits, on retrouve la notion de sprint dans cette déclaration. On retrouve aussi les notions d'adaptation, on retrouve les notions d'inspection. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Scrum, et on va voir en détail qu'est-ce que c'est un petit peu plus loin que cette approche Scrum, qu'est-ce que c'est que ce framework de Scrum. Donc, autre point extrêmement important, Scrum, c'est une approche qui est fondée sur l'empirisme. Alors l'empirisme, ça affirme que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision est basée sur des faits connus. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la prospective, c'est-à-dire essayer de se projeter dans l'avenir, sur la base d'équations mathématiques, de statistiques, de théories ou d'algorithmes, on va faire de la prospective en inspectant ce qui s'est passé sur ce projet-là dans les itérations précédentes. Si lors de mon premier sprint, j'ai une équipe qui est capable de gérer, je ne sais pas, 5000 lignes de code, j'imagine que dans le deuxième sprint, elle doit être capable d'en gérer également 5000. Si j'ai 50 000 lignes de code à produire, je peux, au bout du deuxième sprint, imaginer qu'il va me falloir une dizaine de sprints. Et si j'ai 100 000 lignes de code, et que je n'ai que 10 sprints de planifier, ou si j'ai les finances que pour 10 sprints, dès le deuxième sprint, je me rends compte que j'ai un problème. Très tôt dans le projet, je peux prendre conscience que tout va bien, ou que au contraire, il faut que je m'adapte parce que ça ne va pas. Peut-être qu'il faut que j'abandonne ce projet, je n'ai pas les ambitions, j'ai pas les moyens de mes ambitions, ou au contraire, peut-être qu'il faut que j'investisse davantage parce que là encore, j'ai pas la bonne équipe, ou en tout cas j'ai un problème à régler. Scrum, ça utilise une approche itérative et progressive pour optimiser la prédictibilité et le contrôle de risque. Alors cette phrase, elle est un petit peu compliquée, donc il faut vraiment bien la décortiquer, mais comme très souvent dans le guide Scrum, je vous conseille vraiment de décortiquer chaque phrase, de bien l'étudier. C'est la meilleure manière de comprendre comment on peut utiliser au mieux Scrum. Donc une approche itérative, ça veut dire qu'on va faire des itérations. On va voir juste après qu'est-ce que c'est que ce principe itératif.
c'est un nouveau cycle de développement logiciel, après le cycle en cascade, le cycle en V. Bon, il y a eu le cycle en spirale de Boehm, mais très peu utilisé, donc on fera l'impasse dessus. Le cycle itératif, donc c'est le troisième grand cycle de développement logiciel. Donc Scrum utilise ce cycle itératif et progressif. C'est-à-dire qu'à chaque itération, on doit progresser, on doit avancer à chaque itération. Et ça permet d'optimiser le contrôle des risques. Alors, là encore, il faut faire attention aux adjectifs. On n'est pas sur du pilotage de risque, on est sur du contrôle de risque. C'est-à-dire que le risque est totalement sous contrôle. Je n'ai pas besoin d'aller le piloter, je n'ai pas forcément besoin d'aller faire des grandes analyses de risque, en tout cas opérationnelles. Ça ne m'empêche pas de faire des analyses de risque stratégiques, mais sur le plan opérationnel, le risque il est sous contrôle parce que je procède par itération et j'inspecte à chaque itération comment est-ce que je progresse. Je ne commence pas un projet avec Scrum en disant je vais passer 2 mois à faire de l'analyse et des spécifications, et puis après je commencerai à coder. Je commence à coder dès le premier sprint. Vraiment au tout premier sprint, je commence déjà à délivrer de la valeur. Et je vais mesurer la quantité de valeur que je suis capable de délivrer dans un sprint. C'est pour ça que j'ai du risque qui est sous contrôle. C'est que très vite, je peux savoir quelle est la capacité réelle de cette équipe et si elle est en mesure de produire de la valeur ou si je dois m'adapter. Donc ce cycle itératif, si on compare avec le cycle en cascade, donc qui correspond à une méthode procédurale, donc cycle en cascade, j'ai une phase d'expression de besoin, j'ai une phase de spécification, de réalisation et de test et recette. Et ça n'est qu'à l'issue de la phase de réalisation que je vais pouvoir savoir quelle est la valeur potentielle de mon produit. Ce n'est que là que j'ai mon produit. Avant, j'ai des documents, mais je n'ai pas de logiciel. Donc mon logiciel, je l'ai très tard dans le cycle de vie de mon projet. Si on compare maintenant avec une méthode itérative, on a la même approche sur la même durée, mais c'est décomposé en release. J'ai ici une release 0.5, une release 1.0 et puis une release 1.1. Et à chaque release, je vais mettre du logiciel à disposition des utilisateurs. Donc là, j'ai un plan de release assez simple, voire même extrêmement basique, puisque j'ai mon MVP, c'est-à-dire mon Most Valuable Product ou Minimum Valuable Product. J'ai mon MVP, c'est-à-dire mon Minimal Valuable Product sur ma release 0.5, je le mets tout de suite à disposition des utilisateurs et je commence à mesurer la valeur réelle de mon produit. Alors, si on compare cette release, donc constituée de 4 sprints, avec la méthode procédurale, je me rends compte que je commence à mesurer de la valeur beaucoup plus tôt dans le cycle de vie de mon projet. Et ma release 1.0, elle va se nourrir des premiers retours que je vais avoir de mon MVP. Alors bien évidemment pas pour le premier et éventuellement pas pour le deuxième sprint. Ces 2 sprints-là, je vais continuer à développer mon produit comme je l'avais planifié initialement. Mais dès le 6e sprint, c'est-à-dire le 3e sprint de cette release, je vais pouvoir commencer à bénéficier des retours des utilisateurs. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, je vais pivoter. Je suis à la moitié ici de mon projet. Eh bien, je n'ai pas encore dépensé tout mon budget, je n'ai pas encore consommé tout mon délai ni toutes mes charges, et je vais déjà pouvoir m'adapter au retour des utilisateurs, à ce qu'ils me disent, à ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qu'ils utilisent réellement comme fonctionnalité ou ce qu'ils n'utilisent pas, et pour quelles raisons ils les utilisent ou ils ne les utilisent pas. Et je vais enchaîner comme ça les releases pour maximiser la valeur de mon produit. Et tout ça, c'est vraiment le principe des itérations avec Scrum. Le principe, c'est que on identifie une opportunité. Ça, en général, c'est un personnage parmi les stakeholders, donc parmi les parties prenantes, qui va identifier une opportunité. Tiens, j'ai besoin d'un nouveau produit ou j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité sur un produit existant. C'est une opportunité.
Et cette opportunité, idéalement, on va la valoriser, c'est-à-dire qu'on va estimer quelle est la valeur pour le consommateur ou l'utilisateur final de cette opportunité. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Là, je commence à clarifier mon pourquoi. Pourquoi je vais commencer à faire des sprints, commencer à faire des releases pour essayer d'identifier, d'aller saisir un besoin. La Scrum Team va essayer de comprendre ce besoin. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Comment est-ce qu'on mesure sa réussite, etc., etc. Donc ça, c'est principalement le rôle du Product Owner qui va faire le lien avec l'équipe Scrum. Les stakeholders ne vont pas nous apporter des solutions. Ce n'est pas le stakeholder qui nous dit « je voudrais telle ou telle solution idéalement ». Bien que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais le rôle du Product Owner, c'est d'essayer d'aller comprendre le besoin. Pourquoi tu as besoin de cette fonctionnalité-là? Est-ce que on pourrait te proposer une innovation technologique qui soit peut-être plus intéressante pour toi, plus intéressante pour tes consommateurs ou tes utilisateurs? Est-ce qu'on pourrait te proposer d'autres solutions? Donc c'est vraiment comprendre le besoin que l'on va chercher à faire en premier lieu lorsque le stakeholder soumet une nouvelle opportunité. Et c'est l'équipe, avec le Product Owner, avec le Scrum Master, donc toute la Scrum Team, qui va évaluer des solutions. Quel est le meilleur moyen de répondre à ce besoin? Quel est le meilleur moyen de saisir cette opportunité? Et elle va mettre en œuvre tout ou partie de cette solution. Peut-être qu'elle va faire un MVP sur un seul sprint. Peut-être qu'il va lui falloir 2-3 sprints. Donc, on va faire tout ou partie de la solution et très vite, le plus tôt possible, déployer et mesurer cette solution auprès des consommateurs et des utilisateurs. Ça va permettre de rendre compte au stakeholder qui a identifié une opportunité initialement, eh bien, est-ce que cette opportunité, on a réussi à la saisir? Lui, il avait imaginé un bénéfice pour les consommateurs et les utilisateurs. On va le mesurer et savoir est-ce qu'on a atteint l'objectif? Est-ce que la solution qu'on a mise en œuvre, elle répond vraiment aux besoins? Là, on est vraiment dans le cœur de Scrum, dans ce qui va donner vraiment de la force à cette approche, à ce framework. C'est donc ce principe d'itération, de sprint, et on va boucler comme ça, sprint après sprint. Je peux avoir une planification initiale avec une vision de mon produit en tant que product owner. Le plus important, c'est de déployer régulièrement et de m'assurer que mes consommateurs, mes utilisateurs, utilisent vraiment les fonctionnalités que je mets à leur disposition. Ça ne sert à rien de s'entêter à déployer des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Si j'ai toute une série de fonctions que je voulais utiliser et que mes utilisateurs les boudent, bah ça ne sert à rien de continuer à s'entêter dans cette solution. Il faut potentiellement pivoter et proposer autre chose, aller chercher avec la Scrum Team quelles sont les possibilités que l'on a pour pouvoir faire autrement. Et faites confiance aux ingénieurs. Ce n'est pas les idées qui leur manquent, ce n'est pas les innovations qui leur manquent. Dès qu'on leur soumet un petit peu des challenges, très souvent, ils sont au rendez-vous. Donc, si on vient à notre grand schéma Scrum, on retrouve ce principe d'itération au travers des sprints et les idées des stakeholders, on va les inscrire dans le backlog de produits et les affiner jusqu'à ce que ça devienne des éléments suffisamment fins pour pouvoir être intégrés dans un sprint. Donc là, on est vraiment encore sur le grand schéma de Scrum qui nous permet d'identifier tous les éléments que l'on a dans Scrum. Enfin, deux derniers points. Scrum, ça repose sur 3 piliers. Les 3 piliers de Scrum, c'est la transparence, l'inspection, l'adaptation. À partir du moment où j'ai ces 3 piliers, où toute la Scrum Team, toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui peuvent être impliquées avec l'équipe s'appuient sur ces 3 piliers, j'ai vraiment du Scrum. Je peux faire des sprint planning, des sprint review, des sprint rétrospectives et des daily Scrum
je peux avoir un backlog de produits et dire à l'intérieur j'ai des user stories et puis faire très attention au formalisme de mes user stories. Si je ne fais pas preuve de transparence, si je ne fais pas une réelle inspection, et si je ne m'adapte pas, mais que je poursuis bêtement un plan figé à l'avance et sur lequel je ne veux absolument pas revenir, eh bien, je n'ai pas mes 3 piliers de Scrum. Je ne fais pas du Scrum. Je fais autre chose. Je fais je ne sais pas quoi, des sprints, mais on ne peut pas appeler ça du Scrum. Pour vraiment faire du Scrum, il faut faire preuve de transparence, c'est-à-dire qu'on ne cache rien, que ce soit l'équipe ou les parties prenantes, on ne joue pas au cache-cache. On se délivre les informations en toute transparence. S'il y a un échec, on le dit clairement. Quand il y a des progrès, on le dit clairement. S'il y a des doutes, là encore, s'il y a des difficultés, eh bien on les communique clairement. Et vraiment, ça c'est à tous les niveaux. On parle de l'équipe ici, mais ça vaut aussi pour les parties prenantes. Si on a par exemple des comités d'utilisateurs qui disent oui, oui, tout va bien, mais en fait ils ne sont pas très satisfaits, c'est pas de la transparence. Si de leur côté ils ont discuté avec leurs collègues et ils ont des doutes, mais ils n'en font pas part à l'équipe, c'est pas de la transparence. Et ça c'est le rôle vraiment du Scrum Master, d'aller déceler ces petits détails pour faire en sorte que on puisse maximiser la transparence dans Scrum. Donc l'équipe est totalement transparente et responsable. Deuxième pilier de Scrum, l'inspection. L'équipe va mesurer sa performance et la qualité de son travail à intervalles réguliers. Alors il y a plusieurs manières de mesurer la performance d'une équipe. L'équipe, elle peut mesurer par exemple le nombre de lignes de code qu'elle produit à chaque sprint. Elle peut mesurer le nombre de story points qu'elle a délivrés à chaque sprint. Elle peut mesurer le nombre de user stories qu'elle a délivrés à chaque sprint. Elle peut mesurer le nombre de points de valeur qu'elle a délivrés à chaque sprint. Elle peut mesurer le nombre de jours de travail réels qu'elle a produit à chaque sprint. Ça, c'est intéressant quand on a des équipes qui ne sont pas complètement dédiées au développement d'un produit. Ce n'est pas conseillé, mais ça arrive. Ça peut être des unités de mesure. Mais l'équipe doit mesurer sa performance. Et plusieurs indicateurs sont parfois nécessaires. On peut mesurer la charge réellement consacrée au développement de ce produit, et puis le nombre de lignes de code qui ont été produites. On peut mesurer le nombre de fonctionnalités qui ont été développées. On peut mesurer le nombre d'anomalies. Ça, c'est pour la mesure de la qualité. Donc, on peut vraiment avoir plusieurs indicateurs pour pouvoir s'appuyer dessus pour réaliser une bonne inspection, quelque chose de clair qui permet vraiment d'avoir de la transparence derrière. Tous ces piliers, on le voit bien, ils fonctionnent ensemble. Donc l'inspection, ça va permettre à l'équipe de se remettre en cause en permanence via des indicateurs communs à tous. Elle va partager ces indicateurs avec les parties prenantes, avec le management de l'entreprise. Ça va lui permettre d'avoir une communication extrêmement claire et limpide. Peut-être que le management voudrait que l'équipe avance plus vite. Eh bien, pour qu'elle avance plus vite, ça c'est le travail des managers. Il va falloir leur fournir des conditions de travail qui lui permettent de mieux travailler, d'être plus efficace, peut-être d'être moins dérangé. C'est pas la peine d'aller mobiliser une équipe avec des réunions de management tous les 2 jours si ça n'apporte pas de valeur. Peut-être que ces réunions, il faut envisager de les supprimer. On a déjà beaucoup de réunions qui sont planifiées dans Scrum, c'est pas la peine d'en rajouter. Dernier pilier du Scrum, l'adaptation. C'est l'équipe qui propose des solutions pour s'adapter aux difficultés qu'elle rencontre. Ça, c'est vraiment un changement majeur dans l'agilité. Historiquement, quand un développeur rencontre un problème, il alerte le chef de projet. Fin du problème pour lui. Il ne cherche pas spécialement à solutionner le problème. Il l'escalade. S'il ne trouve pas de solution très vite, il remonte le problème au chef de projet. C'est plus son problème, ça devient le problème du chef de projet. Là, ce n'est pas le développeur qui doit solutionner le problème tout seul. C'est toute l'équipe qui doit solutionner le problème. Et on n'attend pas forcément la rétrospective pour solutionner les problèmes. On peut identifier les problèmes tous les jours lors du Daily Scrum
et bien à la fin du Daily Scrum, on peut se réunir à 2 ou 3 membres de l'équipe et puis essayer de trouver comment est-ce qu'on va solutionner les problèmes dans le sprint en cours. Donc, on peut aussi, si on a des problèmes récurrents, le noter pour, à la fin du sprint, voir est-ce qu'on peut appliquer des changements de processus pour éviter que ces problèmes se posent à l'avenir. Ça, c'est vraiment le pilier, le dernier pilier de Scrum, donc l'adaptation, qui est une grande vertu dans Scrum, mais qui est pilotée par l'équipe. L'équipe n'a pas besoin de management pour solutionner les problèmes à sa place. C'est elle qui est la plus à même de déployer les meilleures solutions pour régler ces problèmes. Enfin, Scrum, ça repose sur 5 valeurs, et lorsque ces valeurs sont incarnées et vécues par l'équipe Scrum, c'est-à-dire que elles sont vraiment mises en œuvre, les piliers de Scrum, c'est-à-dire la transparence, l'inspection et l'adaptation, viennent à la vie naturellement, et ça va permettre de bâtir une confiance entre tout le monde. Donc, chaque membre de l'équipe, et l'équipe au global en tant que telle, doit faire preuve de courage, de focus sur l'objectif du sprint par exemple, d'engagement, de respect et d'ouverture. Alors, pour mémoriser ces 5 valeurs de Scrum, il y a un petit gimmick mnémotechnique, c'est force, focus, ouverture, respect, courage, engagement, F-O-R-C-E. Ça permet de mémoriser, voilà, ces 5 valeurs de Scrum. Ça peut être intéressant. Sachez que ces éléments, hein, les piliers de Scrum, les valeurs de Scrum, c'est bien de les connaître par cœur, principalement quand on passe l'examen Scrum Master ou Product Owner. C'est extrêmement important parce que ça permet de solutionner un certain nombre de questions à choix multiples auxquelles on doit répondre pour être certifié. Si je ne me souviens pas que l'équipe doit faire preuve de focus, d'engagement, de respect, d'ouverture, de courage, je vais avoir du mal à répondre à certaines questions. Si je ne me souviens pas que les 3 piliers de Scrum, c'est adaptation, inspection, transparence, ça va être très compliqué de répondre à certaines questions.